Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire quelques zigzags sur la planète de l'excellence. Sport, mode, expo vont vous faire passer un bon moment, du moins je l'espère, sommaire. L'intronisation d'un joaillier dans la grande histoire de l'art. Par la magie d'un grand horloger, le polo féminin n'est plus clandestin. La saison d'une femme d'exception qui met le temps en suspension. Et les rives de la Méditerranée n'ont pas fini de nous inspirer. On commence par le plus brillant et vous allez voir, ça éblouit. Je vous emmène au cœur du métier du joaillier des rois et vous allez voir la place qu'il a prise dans l'histoire des arts décoratifs. C'est de la culture, c'est pas un luxe, c'est au Grand Palais. Bijoux, horlogerie, objets, Cartier a séduit des personnalités extrêmement diverses au cours du XXe siècle. L'histoire d'une grande maison de joaillerie inextricablement mêlée avec l'évolution de la société, des arts de la vie. Des grandes élégantes de 1847, date de la création de Cartier, aux années 70. Une occasion de découvrir un laboratoire de forme qui montre le double statut du bijou, sa fonction sociale et sa beauté intrinsèque. Autour de 600 bijoux, montres, objets et pendules, le Grand Palais aborde une grande maison, mais aussi une grande époque. Ce soir, nous sommes au Grand Palais, qui est un musée qui appartient à la Réunion des musées nationaux de Paris, pour la rétrospective du siècle. C'est-à-dire une impressionnante et émouvante collection de plus de 600 créations en plein cœur de Paris, le berceau de la maison. Et nous sommes là à la fois pour montrer la création de la maison, d'expliquer les secrets de ce style. Un style qui est à la fois intemporel, universel, c'est ce qui en fait sa valeur. Et ici, c'est présenté comme une histoire de l'art. Une histoire de l'art racontée au prisme de la joaillerie, une approche totalement inouïe. Un univers qu'a constitué cette maison. Une des richesses et des originalités de Cartier, c'est d'être aussi actif dans le domaine des objets précieux et de l'horlogerie que de la joaillerie. Effectivement, ça n'est pas une exposition de colliers et de bagues. On trouve des objets incroyables qui, pour la plupart, sont utilitaires, mais d'une utilité un peu sublimée. Et puis l'horlogerie, c'est un domaine fondamental chez Cartier. Et je crois que les pendules mystérieuses qui sont au cœur de l'exposition sont vraiment un symbole de ce qu'a cherché cette maison, c'est-à-dire créer d'abord un univers de poésie, de mystère et de méditation. Et finalement, une fois qu'on a compris ça, on le retrouve aussi dans les bijoux plus classiques. Un collier, finalement, dans sa conception, dans la façon de le porter, dans les pierres qu'on aura choisies et dans les formes, il dit énormément de choses. Et comme le bijou est la chose la plus intime, la plus personnelle, la plus chargée d'émotions qui soit, au bout du compte, à travers ces objets, on raconte beaucoup de choses sur la société. La profondeur de l'univers du joaillier donne matière à penser et à interpréter une société sélectionnée sur le volet. Ces archives permettent de comprendre comment le mystère créatif s'opère. Donc les dessins préparatoires pour nous sont une véritable mine, mais aussi les cahiers d'idées où on griffonne les premières pistes pour créer des bijoux. Donc déjà, il y a une partie de tous ces objets qui expliquent. Et puis c'est vrai aussi que le contexte de la peinture, de la sculpture, par exemple au sujet de la panthère, rappelait que la panthère était dans les années 20 un motif très très à la mode. Ça a été une sorte de grande vague de passion pour ces grands félins. Jeanne Toussaint a été surnommée la panthère parce que son caractère bien trempé, libre, entreprenant, collait bien avec cet animal. La panthère, c'est à la fois l'exotisme, la force, la férocité éventuelle, et ça, c'est vraiment très important à une époque où le statut de la femme évolue très très vite. Reine ou panthère du cinéma français, Juliette Binoche s'exprime sur le sujet. J'adore les panthères, c'est un travail de toute beauté, d'une patience et c'est absolument extrêmement élégant. Cette exposition, la plus importante jamais réalisée sur la maison Cartier, met en avant son histoire foisonnante, montres, bracelets, bijoux d'apparat ou pièces plus intimes, et un nombre inédit de pendules mystérieuses. Autant de chefs-d'œuvre, de raffinement que de savoir-faire présentés dans le récemment restauré Salon d'honneur du Grand Palais. Le Grand Palais a choisi pour cette exposition plus de 530 pièces de la collection, donc qui est la proportion la plus importante jamais prélevée, plus une centaine de pièces en provenance de musées et aussi en provenance de collections privées. Et parmi toutes ces merveilles, quelle est dans cette exposition la pierre à nul autre pareille?
sont présentées des pierres d'exception. Et une des premières dans le parcours est effectivement le très important saphir bleu de Ceylan, de la reine de Roumanie, Marie de Roumanie, qui a conservé sa monture Cartier et qui était portée donc en sautoir autour d'une chaîne en platine et diamant de Cartier. 478 carats, donc effectivement un poids certain, et effectivement un bijou royal, c'est-à-dire que c'est effectivement synonyme à la fois de la puissance d'un pays et de l'originalité d'une reine. Si les reines doivent se taire, leurs bijoux parlent pour elles. Il y a une autre pierre quand même qui est à remarquer parmi d'autres, qui est effectivement le diamant rose Williamson, qui est la propriété de la reine d'Angleterre et que la reine d'Angleterre a accepté de prêter pour cette exposition et qui a été monté par Cartier en 1953 à l'intérieur donc d'une broche florale en platine et diamant. Proclamé joaillier des rois et roi des joailliers par Édouard VII d'Angleterre, la maison est le fournisseur attitré de nombreuses cours royales. La princesse Grâce de Monaco, pour son portrait officiel, est parée des bijoux du joaillier. La maison Grimaldi, la maison princière, a été extrêmement, je dirais, généreuse avec le musée, avec le Grand Palais, parce qu'elle a prêté effectivement énormément de pièces. Elle a ouvert ses portes tout grands, je dirais, aux conservateurs. À côté de bijoux cérémoniels importants, parce qu'il y a le diadème de la princesse Charlotte, que Cartier a effectué donc en 1949, mais il y a aussi effectivement les bijoux d'apparat qui ont été portés lors du mariage donc, de la princesse Grace. Le diadème avec 3 clips rubis et diamants, de rubis d'extraordinaire qualité. Des histoires de pouvoir et de monarchie, mais avant tout de véritables histoires d'amour entre le bijou et la femme qui les porte, qu'elle soit reine, comédienne ou élégante de la vie quotidienne. Cartier a su évoluer avec son temps. C'est-à-dire qu'évidemment, le bijou à l'origine est une forme pour assumer le pouvoir. On l'a vu avec les diadèmes, c'est-à-dire que ça s'identifie à une couronne, donc c'est vraiment ça montre le pouvoir. Et puis petit à petit, c'est devenu des éléments d'agrément, et toutes les actrices, on voit de Maria Félix, Barbara Hutton ou Liz Taylor ont porté les créations. Et donc il y a une évolution, évidemment. Ça raconte l'histoire du bijou depuis 2 siècles, et en même temps, écoutez, c'est fascinant, ce pouvoir des pierres, ce pouvoir des bijoux, cette façon, cette qualité de les travailler, de les assembler, de les sertir, et d'avoir été portés comme ça par la terre entière. Du classicisme aux inventions radicales jusqu'à son légendaire tropisme pour l'exotisme, Cartier déploie une palette dont l'ampleur témoigne de l'ouverture d'esprit de cette grande maison française. Le message, c'est l'audace, encore de l'audace, et un style unique, intemporel et universel qui crée de l'émotion. C'est le message que l'on doit continuer pour que dans 166 ans, il y ait une autre exposition quelque part dans le monde qui présente les créations de ce XXIe siècle. En tout cas, ce soir, le XXe siècle de Cartier fait briller le Grand Palais. Puisse l'esprit qui fait sa légende illuminer ce siècle qui ne fait que commencer. Pourquoi les bijoux ont-ils une telle attraction sur les femmes? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils sont éternels, eux. Nous parlions de femmes, nous avons essayé d'en suivre quelques-unes au cours du 2e Open de polo féminin à Chantilly. C'était très chic, nous y avons croisé du beau monde. Quel sport, aller à cheval! C'est à une finale d'une intensité extrême que se prépare le très sélect Polo Club de Chantilly. Cette année, pour la 2e fois, l'Open de France de polo féminin a rassemblé 7 équipes de très haut niveau. Et après 3 semaines de tournois hyper compétitifs, la tension est au paroxysme. C'est de la rencontre entre 2 femmes d'exception, Caroline Cheffeleux, coprésidente et directrice artistique de la Maison Chopard, et Corinne Ricard, passionnée de discipline équestre, qu'est née cette compétition féminine. Plus de 250 invités étaient venus admirer les joueuses pour ce dernier round de la compétition et la remise de la célèbre montre Happy Sport redessinée pour l'événement. C'est une rencontre, c'est un lieu où on peut remercier nos clients, les inviter pour passer une magnifique journée dans un magnifique endroit. Et aujourd'hui, heureusement, avec du beau temps à Paris. Donc c'est aussi un petit moment de rencontre, d'être ensemble avec des gens qu'on ne voit pas très souvent. Un spectacle aussi intense qu'élégant et sportif, bref, absolument réjouissant. C'est peut-être la raison pour laquelle il existe depuis si longtemps, car c'est depuis l'Antiquité en Orient que le polo se décline en 2 genres,
Et en termes de vitesse et de maniabilité des chevaux, la jante féminine n'a rien à envier aux hommes. Allez les filles, on mouille le maillet. Le polo féminin est quelque chose d'assez nouveau, croirait-on, et c'est nullement le cas, parce que j'ai des archives qui prouvent que dès le début du siècle précédent, les femmes jouaient au polo. On sait que les femmes sont toujours des bonnes cavalières, et on ne sait pas assez que dans le polo, l'équitation est au moins 80% de la réussite d'une équipe. Alors, voilà, donc le polo féminin est un retour aux sources. Chaque équipe est composée de 4 joueuses et chacune a un rôle bien précis. La numéro 1 est l'attaquante principale soutenue par la numéro 2. La numéro 3 est le pilier, c'est elle qui est en charge de remonter la balle sur le terrain. Et enfin, la numéro 4 est le dernier rempart de l'équipe lorsque celle-ci est attaquée. Quelles sont les qualités requises pour devenir une joueuse de polo accomplie ? De manière générale, les femmes sont moins fortes que les hommes, donc nous devons être de meilleures cavalières, avoir une grande adresse avec la balle afin d'être capable de rivaliser avec un homme. Il faut être concentré, avoir beaucoup d'expérience est important. Il faut être physiquement en forme et voilà, c'est à peu près tout. Lorsque la balle est lancée, il y a celle qui se dépassait sur le terrain et les autres qui commentent avec intensité une coupe à la main. L'adrénaline a envahi tous ceux qui se piquent d'aimer les activités hippiques. C'est le premier Open de polo féminin qui a lieu en France. Et pour cette deuxième année, le niveau des joueuses a encore augmenté. Beaucoup plus d'étrangères se sont engagées dans la compétition. C'est que l'Open de France féminin Chopard fait sensation et que Caroline Cheffeleux a su leur concocter un prix maison. Et ici, on a fait une édition spéciale pour les polos, tout en noir, parce que souvent, les chevaux sont foncés et noirs. Et puis, par contre, la particularité de la montre, c'est qu'elle a un fer de cheval mobile à l'intérieur qui flotte. Les finalistes, une fois à départager, il est temps de récompenser les deux équipes. C'est l'équipe Why Not qui a remporté ce prix en se battant jusqu'au dernier coup de maillet contre l'équipe Tom Taylor Roissy Porsche. Aussi à l'aise à cheval que sur un podium, les 4 gagnantes, une Française, une Australienne, une Anglaise et un Jack Russell, ont été félicitées par Madame Bachelot. Et puis cette partie champêtre s'est terminée par un déjeuner sur l'herbe bien plus pudique que celui qu'avait imaginé Manet, mais tout aussi fastueux. C'était le destin de cet Open de polo féminin d'être célébré par un grand festin. Aujourd'hui, la mode est signée Anne-Valérie H. Avec elle, confort et dentelle flirtent ouvertement et vous allez voir, ce n'est pas si évident. Mais la dame sait faire plus d'un tour à sa machine à coudre, défilé. 13 ans après son premier défilé, Anne-Valérie H. garde cette touche indéfinissable qui fait entrer d'emblée dans son univers incomparable. Elle fait partie des 12 maisons de haute couture au monde et des 2 seules femmes ayant reçu ce label. Forte de cette double exception, elle présente cette collection avec son habituelle discrétion. Au départ, j'ai craqué sur la matière. J'ai été voir un fournisseur de tissus, j'ai vu cette matière, j'ai dit voilà, ça c'est une collection entière. Et en même temps, je savais que c'était risqué, parce que donc je me suis dit il faut le mettre parcimonie et en même temps il faut jouer avec. Et ça a été une aventure, voire de l'expérimentation. À chaque fois, on enlève, on remet. On voulait du graphisme, et des mouvements cassés, donc c'était pas évident. En fait, sur l'écran, on va bien voir les intentions. Et ça montre aussi la lumière, le flash, la rapidité dans laquelle on vit. Ça montre aussi le côté sport. Aujourd'hui, tout le monde fait du sport, ces matières techniques comme ça, avec ces billes de verre. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça très moderne. Alors je l'ai mélangé avec des dentelles comme d'habitude, hein, parce que ça reste quand même quelque chose. Je ne sais pas à qui ça me rappelle la dentelle, sûrement ma grand-mère. Et donc c'est une collection entre futurisme et vintage. Avec Internet, on est rentré dans une révolution, même avec le téléphone, puisque voilà, c'est une collection qui se flash avec un téléphone. Les mannequins coiffés d'une simple queue de cheval basse défilent lentement sur le petit podium monté dans un des salons du magnifique atelier parisien de la maison. Les tons sont majoritairement noirs ou blancs, nuancés parfois d'un gris glacé ou d'un bleu topaz. La collection intitulée « Pose » s'inspire d'une phrase de Jean Cocteau « La beauté va vite, lentement ».
Alors les tenues se portent nonchalamment, les mains dans les poches, évidemment. Pantalon avec les poches cachées dans la pince, comme ça on se met devant, comme ça. On est obligé de mettre des poches. Moi j'ai un réflexe, dès qu'il y a un vêtement, je dis alors où sont les poches, où on va mettre les poches. C'est quelque chose qui aide, voilà, où on place nos mains et puis je sais pas, c'est un réflexe. Cet artiste de la coupe fait la part belle au tissu cette saison, un accord tranquille entre mouvement et repos, confort et élégance réalisé à l'écart de la prudence comme une pose danse. On retrouve ces combinaisons reconnaissables entre toutes, reliant pantalon de tailleur fluide à la dentelle ultra féminine et sexy, découvrant la peau avec finesse. Une femme projetée dans un présent accéléré, mais qui garde son intemporelle et douce féminité. Un présent dont on ne subit pas les accélérations. Une douce impulsion qui met le temps en suspension. Des tenues à porter de jour comme de nuit, seul le choix des souliers décidera s'il est midi ou minuit. Évidemment que toute la collection est déclinée sans tissu réfléchissant, mais là on est devant un show, on doit montrer une image de création. Voilà. Moi je pense que c'est important que la création continue à être expérimentée. Voilà, parce que de toute façon, les grandes enseignes, elles, n'ont pas besoin d'expérimenter, on expérimente pour eux, voilà. Et du coup, voilà, ça fait du bien quand même d'être balancé entre expérimentation, mais on a une sécurité sur une collection extrêmement commerciale aussi, parce que c'est le nerf de la guerre. Cette année encore, Anne-Valérie Hache fait dans la dentelle une touche bien à elle qu'elle manie à merveille avec une créativité sans pareille. Le secret du style Hache, la loose attitude, comme ça, les mains dans les poches. Pour finir, un peu de culture. Pour cela, nous descendons à Marseille voir l'extraordinaire Mucem et faire découvrir à ceux qui ne l'ont toujours pas vu, et il y en a beaucoup, la splendide galerie Méditerranée. C'est surtout le premier plateau du nouveau bâtiment construit sur l'ancien môle portuaire par l'architecte Rudy Ricciotti que s'étend la galerie Méditerranée. Autour de 4 grandes perspectives, les collections du Mucem tenteront d'apporter des éléments d'histoire et de définition de cette civilisation qui prit naissance il y a 10 000 ans sur les rives de la Méditerranée. Laissons le soin à son commissaire, Zève Gourarier, de nous les exposer. La Méditerranée, quand on la regarde de l'intérieur, tout le monde se demande ce que c'est. Est-ce qu'il y a un climat méditerranéen? Est-ce qu'il y a une unité politique? Est-ce qu'il y a une unité religieuse? Point. Par contre, si on prend du recul, la Méditerranée est un bassin de civilisation qui se met à exister il y a 10 000 ans, comme d'autres bassins de civilisation, celui du sud-est asiatique, ceux de Mésoamérique ou ceux du Pacifique. Et donc, le point de vue qui a été pris pour faire cette galerie de la Méditerranée, c'est de dire la Méditerranée est un bassin de civilisation comme les autres, avec ses cités, ses empires, son écriture, etc. On va vous parler de ce qui fait que la Méditerranée est singulière, d'où l'idée de singularité, par rapport aux autres bassins de civilisation. Elle est singulière parce que c'est pas n'importe quelle agriculture, c'est l'agriculture du blé, c'est aussi les bovins, les ovins et les caprins. Elle est singulière parce que c'est les monothéismes, et donc on va parler de Jérusalem, on va pouvoir parler de tout. Elle est singulière parce que c'est là qu'est née l'idée de citoyenneté en Grèce et qu'elle s'est répandue ensuite dans le monde entier. Elle est singulière parce que c'est de Méditerranée qu'est partie l'idée de contourner l'Afrique et d'inventer les routes maritimes qui relient désormais tous les continents du monde. Rien que ça, ce programme chargé est mis en scène par Adeline Rispal dans une dimension à la fois pédagogique et esthétique. Pari réussi, puisque l'on comprend comment du paysage à la table, les Méditerranéens ont adopté un équilibre alimentaire aujourd'hui classé au patrimoine de l'UNESCO. Nous sommes par exemple ici dans la première singularité, celle du temps long, des 10 000 ans d'agriculture qui ne changent pas tellement depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est important dans ce musée, c'est qu'on ne parle du passé même très lointain que pour rappeler qu'il est toujours en rapport et qu'il explique le présent. Le manque d'eau en Méditerranée, ça existe à l'époque des pharaons, mais ça existe aujourd'hui au Proche-Orient dans la distribution des eaux, par exemple, entre Israël et ses voisins. Et donc là, vous avez l'œuvre d'une artiste contemporaine, Sigalit Lando, israélienne, qui nous rappelle que la question de la distribution des eaux, aujourd'hui, comme il y a des millénaires, se pose toujours. Les 3 grands monothéismes seront abordés d'un même regard autour d'une ville 3 fois sainte, Jérusalem. Cette approche met la lumière sur tout ce que ces religions ont en partage. La spiritualité n'a pas à être disputée.
C'est le nouveau point de vue du MUSEM, c'est de ne pas parler que du judaïsme ou que du christianisme, mais de regarder ensemble ces religions pour voir ce qu'elles ont en commun et de ce qu'elles ont de différent. Et ce qu'elles en partagent, par exemple, tout de suite, et c'est très clair, c'est Jérusalem. Jérusalem qui, dans les trois religions, est la Jérusalem d'hier, la Jérusalem des prophètes, Moïse, Jésus et Mohamed, qui est la Jérusalem d'aujourd'hui, lieu de pèlerinage et de prière pour tous les croyants, et qui sera la Jérusalem de demain, celle où la fin des temps se passera pour les trois religions. En attendant l'Apocalypse, faisons une ellipse avant que l'humanité ne s'éclipse. Les droits de l'homme et la citoyenneté pourraient peut-être nous aider à ne pas se quitter. Si l'invention du citoyen et du barbare furent simultanées, les choses ont eu le temps de beaucoup évoluer depuis l'Antiquité. La citoyenneté, elle s'invente avec les Grecs, et elle pose tout de suite la question du partage du pouvoir du peuple souverain, je dirais, ce qu'on voit très bien avec le banquet grec. Mais elle pose aussi une autre question. Est-ce que tous les autres, tous les hommes peuvent être des citoyens? C'est inconcevable dans l'Antiquité, on a une vision sectorielle de l'humanité. Et ce qu'on raconte en filigrane dans cette histoire de la citoyenneté, c'est comment on passe de l'idée que l'autre est différent et n'a pas les mêmes droits, à cette idée qui a mature vraiment au XVIIIe siècle, qu'être humain, c'est aussi être citoyen, avoir des droits. Et donc, ce mur de Berlin, mis en relation avec d'autres murs en Méditerranée, il nous exprime tout simplement où en est-on de ces droits de l'homme aujourd'hui qu'on a trouvés au XVIIIe siècle. Et il y a donc toujours des murs. C'est en ayant de la perspective que l'on peut évaluer une progression significative ou non. Nous présentons la guillotine pour rappeler que la peine de mort existe toujours, que cette idée de droit de l'homme, elle puise ses racines comme l'idée de... Vous voyez, exactement comme l'hydraulisme, sont des idées qui existent depuis très longtemps, qui ont une très longue histoire, mais cette histoire, hélas, se poursuit aujourd'hui. On est loin d'avoir une citoyenneté idéale en Méditerranée. Et bien voilà, sur la planche du pain pour le bonnet phrygien s'il veut arriver à ses fins. C'est là où ce musée prend position. C'est un musée qui représente l'État français, qui quelque part est une image des droits de l'homme dans le monde entier. Mais nous rappelons que c'est bien en Méditerranée qu'est née cette idée de droits de l'homme et de citoyenneté. Et ce musée pose au cœur de la Méditerranée la question de la citoyenneté et des droits de l'homme. Berceau de la civilisation, la Méditerranée est aussi le point de départ de grandes découvertes, passant ainsi de l'espace fini d'une mer à un espace imaginaire infini. Une histoire de plus de 10 000 années qui emmène le public sans jamais l'assommer. Cela mérite d'être signalé. Ce que nous essayons de lui amener, c'est des objets qui l'aident à penser et à se faire sa propre histoire à lui. Autour de l'hydraulique, autour de la citoyenneté, autour des religions, petit à petit, il va trouver des briques qui peuvent l'aider à se constituer son propre point de vue, qui ne sera certainement pas le mien, et c'est très bien comme ça. Des outils traditionnels aux œuvres contemporaines, les objets dialoguent ensemble et s'éclairent mutuellement. Des alliances et une mixité si chères à la Méditerranée et à sa légendaire fertilité. Le spectateur est ainsi conduit au fil d'une histoire dont l'interprétation n'a pas fini de faire parler jusqu'au soir dont le ciel est ici tantôt bleu, tantôt noir. Il eût été dommage de rater ça. Pour le moment, c'est Bruno Frisoni qui nous donne sa définition du luxe. C'est la rareté, c'est quelque chose qui est forcément élitiste dans l'idée du choix. C'est-à-dire que le luxe, c'est vraiment quelque chose qu'on va rechercher pour son côté unique. Donc un dessin unique, la valeur de l'objet unique, quelque chose qu'on va garder, qu'on va choisir seulement pour soi avant de le choisir pour les autres. Un détail qui est peut-être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ça, c'est l'idée du luxe. Chacun son truc. Merci de nous avoir suivis. Merci au Prince de Galles de nous avoir accueillis. Je vous retrouve demain, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on lève un coin du voile sur l'un des codes de l'art de vivre à la française. Au revoir. Plutôt porte-couteau ou pas porte-couteau? Ce sont les Russes qui ont importé ces porte-couteaux. Cette mode russe qui est importée par un célèbre général ambassadeur dont s'est inspirée la comtesse de Ségur. Au début, tout le monde trouvait ça amusant, puisque à Paris, on adore la mode. Donc, puisque c'était nouveau, c'était bien. Après, on s'est aperçu que c'était pour poser le couteau et la fourchette. Si on posait le couteau et la fourchette, ça veut dire qu'il n'y avait pas de service
pour changer. Ça voulait dire qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des domestiques. On a vraiment chassé cet ustensile tout de suite. Maintenant, ça revient un petit peu à la mode puisqu'il y a peu de gens qui ont des gens qui les servent à table. Voilà.